Je vais bientôt être papa pour la 3e fois, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour réfléchir sur la parentalité d'un point de vue philosophique. Je vais donc mettre momentanément entre parenthèses la série sur la théologie naturelle que je reprendrai après, et je vais m'interroger sur le fait d'être parent. Le fait d'être parent, c'est le fait d'avoir des droits et des devoirs envers un enfant particulier. Mais pour quelle raison devient-on parent d'un enfant ? Pour quelle raison avons-nous des droits et des devoirs envers un enfant donné ? Peut-être que la réponse à cette question vous semble assez évidente, mais réfléchissez alors au cas problématique suivant. Quelle est la légitimité d'un parent adoptif ? Pourquoi un homme devrait-il verser une pension alimentaire à un enfant qu'il n'a jamais connu ni même désiré ? Si une mère porteuse voulait garder l'enfant qu'elle porte, en quoi serait-elle moins légitime que les parents adoptants ? Un beau-père peut-il se substituer à un père naturel s'il s'occupe davantage de son enfant ? Les recompositions familiales et les possibilités techniques rendent la parentalité beaucoup plus complexe. Ce sont des faits, qu'on le veuille ou non, et qu'il faut prendre en compte dans notre conception de la parentalité. J'avoue n'avoir trouvé qu'assez peu de ressources sur la question. La famille, c'est pas vraiment un sujet incontournable en philosophie. Mais heureusement, la fameuse Bible des philosophes, la Stanford Encyclopedia of Philosophy, lui consacre un article à la fois synthétique et intéressant. Je vais surtout m'appuyer sur cet article, en y ajoutant quelques petites réflexions personnelles, sans que celle-ci ne soit vraiment définitive. J'avoue que je n'ai pas vraiment de certitude, et j'ai même dû enregistrer 2 fois l'émission, parce que j'avais changé d'avis entre-temps. La question est donc, comment devient-on parent ? En vertu de quoi un adulte acquiert-il des droits et des devoirs envers un enfant donné ? Alors pour répondre à cette question, on tend à proposer 4 critères. La génétique, l'effort, c'est-à-dire l'investissement parental, l'intention ou le désir d'un enfant, et la causalité. Ce sont des critères qu'on tend à considérer séparément, mais qu'on peut aussi considérer ensemble dans une approche pluraliste. Selon le premier critère, le critère génétique, c'est la génétique qui implique la parentalité. Barbara Hall, dans son article « The Origin of Parental Rights » publié en 1999, argumente ainsi. Chaque parent possède son propre matériel génétique. Or, l'enfant est issu de ce matériel génétique. Ils ont donc des droits parentaux sur lui. Alors, c'est un argument qui n'est pas très satisfaisant pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, il insiste sur les droits des parents, mais il ne semble pas du tout considérer ni même expliquer leurs devoirs envers l'enfant. Personnellement, j'irai plus loin. Il semble considérer que le droit parental est immuable, alors qu'il disparaît à l'adolescence des enfants. Et les enfants peuvent même devenir tuteurs de leurs parents lorsque ces derniers sont très âgés. Deuxièmement, l'argument semble contradictoire. Si chacun est propriétaire de son propre matériel génétique, eh bien l'enfant l'est également du sien. Il ne peut donc pas être la propriété de ses parents et il ne devrait pas avoir de droit sur lui. Enfin, troisièmement, la génétique n'est qu'une partie de la cause de la naissance de l'enfant. Il faut aussi compter sur l'effort qu'est la gestation ou encore l'éducation, ce que ce critère passe complètement sous silence. Pourtant, c'est un critère qui est souvent employé par la justice. C'est ainsi que des hommes peuvent se voir obligés de reconnaître une paternité dont ils ignoraient tout. On a même des cas, aux États-Unis, où des adoptions ont été annulées au motif que le père naturel, inconnu au moment de la naissance, réclamait finalement la reconnaissance de ses droits parentaux. J'avoue que c'est un critère que j'apprécie, parce qu'il est sécurisant dans la mesure où la parentalité est fondée sur un critère qui est à la fois objectif et immuable. Quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les opinions de chacun, vos parents biologiques resteront toujours vos parents biologiques. Mais il n'est pas évident d'expliquer en quoi le fait que des adultes soient les parents biologiques d'un enfant, cela leur donnerait automatiquement un droit parental. Il y a des sociétés dans lesquelles ce lien n'existe pas. Et puis enfin, le critère génétique est incapable d'expliquer certaines filiations qui sont pourtant très désirables, comme par exemple l'adoption d'un orphelin. Le deuxième critère proposé pour justifier les droits et les devoirs parentaux, c'est l'effort. C'est l'effort de subvenir aux besoins d'un enfant qui fait de soi un parent. Alors cela signifie que dans le cas d'une GPA par exemple, la mère porteuse devrait être considérée en priorité comme la mère, plutôt que les donateurs ou les donneurs de gamètes et les parents adoptants, parce que c'est elle qui a produit le plus d'efforts pour l'enfant à naître. On peut argumenter de plusieurs façons pour défendre ce critère. David Archard, dans son livre Children, Rights and Childhood, publié en 2004, affirme que si un adulte produit des efforts en vue du bien-être d'un enfant,
Il est dans l'intérêt de l'enfant que cet adulte soit son parent. Alors ce critère de l'effort considère en premier lieu la mère qui porte l'enfant à naître. Mais il peut être élargi au conjoint de la mère qui l'aide pendant sa grossesse, puis dans l'éducation de l'enfant. Le personnel éducatif et le personnel de santé qui n'intervient que ponctuellement ne peut pas être considéré au premier titre comme parent. Mais on peut aussi argumenter en faveur du critère de l'effort en affirmant que l'effort implique un mérite et donc un droit sur l'enfant. Alors là encore, c'est la mère qui porte l'enfant qui possède le plus clairement ce droit parental, puis le conjoint s'il aide la mère dans sa parentalité. Ils méritent d'être reconnus ensemble parents en raison de leur investissement. C'est un argument qui est défendu notamment par Amy Moulin dans son article Filial Responsibilities of Dependent Children publié en 2010. L'un des avantages du critère de l'effort, c'est qu'il permet de considérer a posteriori certains cas d'adoption, ce dont le critère biologique était totalement incapable. Mais parmi les objections, on compte le fait que la paternité est bien moins assurée que la maternité. Dans la mesure où la mère porte l'enfant, elle produit un effort considérablement supérieur à toute autre personne, au moins au début de la vie de l'enfant, de telle sorte qu'elle possède un droit de veto sur la reconnaissance de toute autre filiation. La philosophe Barbara Rothman, dans son livre Recreating Motherhood, publié en 1989, précise ainsi qu'un homme ne peut être père que par sa relation avec une mère, il ne peut l'être que indirectement, par son bon vouloir, ou alors il devra attendre la création d'un utérus artificiel. On peut considérer que cette conséquence est excessive et indésirable. Personnellement, je trouve que c'est un critère qui est intéressant parce qu'il peut considérer l'intérêt de l'enfant. Mais en même temps, il accorde une position beaucoup trop importante à la mère, au moins au début de la vie de l'enfant, alors que l'enfant n'existe que parce que celui-ci a eu aussi un père. Il faut bien 2 gamètes pour faire un enfant, et l'enfantement, c'est souvent un projet parental qui se fait à 2. Je vois une autre limite au critère de l'effort, c'est le fait qu'il semble impliquer une insécurité familiale à long terme. Au début de la vie, c'est bien entendu la mère qui a produit l'effort le plus important, tandis que le père, s'il a aidé la mère, prend naturellement place auprès de celle-ci dans l'éducation de l'enfant. Mais qu'en est-il s'ils se séparent ? Qu'en est-il si un beau-père passe finalement plus de temps avec l'enfant que son père naturel ? Il devrait logiquement revendiquer la paternité de l'enfant. On peut même imaginer qu'un adulte tierce s'occupe finalement davantage de l'enfant que sa propre mère. L'instabilité impliquée par le critère de l'effort me semble être insécurisant et donc indésirable. Le 3e critère, c'est l'intention. Si des personnes stériles font toutes les démarches nécessaires pour permettre la naissance d'un enfant, au moyen d'un donneur de sperme et d'une GPA, alors ils sont les uniques parents légitimes de cet enfant parce qu'ils l'ont voulu. Un argument en faveur de l'intention repose sur le cas du fameux spermatozoïde égaré. Si un laboratoire a confondu 2 échantillons de sperme, il semblerait contre-intuitif d'attribuer la paternalité ou la paternité au père biologique plutôt qu'au père adoptant, même s'il y a eu une erreur. Un autre argument défendu par Elizabeth Brake dans son article Willing Parents, publié en 2010, consiste à affirmer qu'on ne peut être obligé que volontairement, par engagement, par contrat, et qu'il serait donc injuste d'être obligé envers un enfant non désiré. Mais d'un autre côté, il serait étrange de considérer totalement irresponsables les parents biologiques d'un enfant non désiré. L'enfant, il existe, il a des besoins, quelqu'un doit s'en occuper. Or, s'il existe, c'est à cause de ses parents biologiques. On est responsable des conséquences lorsqu'on s'engage dans une relation sexuelle. D'autre part, si la parentalité dépend d'une intention ou d'un désir d'enfant, alors si ce désir change, ne devrait-on pas rendre possible l'abandon d'enfant de la même manière que le divorce est également possible ? Alors on peut concevoir un engagement qui serait irréversible, de la même manière qu'autrefois le divorce était interdit. Mais si les parents venaient à douter avant que l'enfant ne naisse, pourraient-ils alors renoncer à leur parentalité ? Enfin, le critère de l'intentionnalité est incapable d'expliquer les obligations réciproques au sein d'une famille, entre frères et sœurs, ou des enfants envers leurs parents, alors que le lien qui les unit n'est pas du tout intentionnel. Pourquoi les enfants ne pourraient-ils pas divorcer de leurs parents ? Personnellement, je trouve que le critère de l'intention ou du désir est le plus fragile qui soit. C'est un critère qui est subjectif et qui est beaucoup trop fluctuant. Il menace aussi bien les enfants d'un abandon parental que les parents d'un abandon de leurs enfants. Alors reste à savoir, évidemment, si la sécurité de l'unité familiale est quelque chose qui est désirable. Je pense que c'est sur cette question que se jouera le fait d'être pour ou contre le critère de l'intention. Le 4e et dernier critère, enfin, c'est le critère de la causalité. La causalité est différente de l'intention, parce qu'on peut causer quelque chose sans le vouloir.
On n'a pas besoin de vouloir faire un enfant pour en faire un, effectivement. Mais la notion de causalité est un peu trop large. Qui cause la naissance et le développement d'un enfant? L'État, la société, les grands-parents, beaucoup de personnes finalement participent à la prise de décision d'une naissance et au développement d'un enfant. Le critère apparaît finalement si large que certains auteurs glissent finalement vers le critère de l'intention. Personnellement, je trouve la notion de causalité intéressante, parce qu'on tend à penser que chacun est responsable des conséquences de ses actions. Or, on perçoit souvent les parents comme étant la cause dont les enfants sont les effets. Mais les conséquences de ce critère ne sont pas négligeables. Il rend responsables les hommes qui ont fait un enfant sans le vouloir. Et il interdit également aux femmes d'accoucher sous X. Parce que d'un point de vue rationnel, il me semble que le destin de ces deux droits et devoirs sont complètement liés si on veut rester cohérent. En même temps, la notion de cause n'est pas assez définie. Si on veut la définir davantage, on finit tôt ou tard par retomber sur l'un des autres critères que nous avons déjà cités. Et si on se refuse totalement à la définir davantage, eh bien alors on risque de multiplier le nombre de parents selon le nombre de causes qui participent à la vie de l'enfant. Et il n'est pas certain que ce soit mieux pour lui de multiplier le nombre de parents avec toutes les difficultés que cela peut impliquer. Une dernière alternative à tous ces critères qui ont été considérés indépendamment les uns des autres, c'est le critère pluraliste qui consiste à en considérer plusieurs ensemble. Mais malheureusement, l'article de la Stanford Encyclopedia n'en dit pas grand-chose. Personnellement, je pense que c'est un bon critère dans la mesure où aucun des critères pris isolément n'apporte une pleine satisfaction. Ils permettent de compenser les défauts de chacun. Mais dans la mesure où ils sont contradictoires entre eux, eh bien ils ne peuvent pas être associés sinon que sur la base d'une hiérarchisation. Et la question qui reste est évidemment, quelle hiérarchie? Pour ma part, j'avoue ma préférence pour le critère de la causalité, entendu aux priorités au sens de la génétique, parce que la causalité rend facilement compte de la responsabilité et que la génétique apporte une stabilité évidente. En disant cela, je dévoile mon présupposé, qui est que les devoirs parentaux sont supérieurs aux droits parentaux. Un enfant est là, quelqu'un doit s'en occuper, si possible, une ou des personnes qui ne pourront jamais se défaire de ce devoir parental, parce qu'il est fondé sur un critère objectif et immuable. Mais je reconnais tout à fait qu'on peut ne pas partager ma position. Dans tous les cas, il faut avoir une position qui soit sensée, qui soit argumentée. Face aux questions philosophiques, il n'y a vraiment pas d'autre issue. En guise de conclusion, j'aimerais préciser qu'il y a pas mal d'autres questions qui sont abordées par la Stanford Encyclopedia of Philosophy, notamment sur les droits et les devoirs parentaux, sur leur étendue, mais je vais peut-être en parler une prochaine fois. J'ajoute également qu'il y aurait, bien entendu, une petite réflexion intéressante à mener peut-être sur l'idée que Dieu soit ou puisse être notre Père, en philosophie de la religion, dans la mesure où c'est une affirmation qui est parfois assumée. Vous voyez donc que ce sujet n'était pas totalement gratuit. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez exprimer votre point de vue sur le sujet, n'hésitez pas à poster un commentaire. Mais restez respectueux et argumenté, sinon ça va être la fessée. D'ailleurs, c'est une autre question philosophique ça, la fessée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.